performance pour des entreprises engagées sur leur performance, sur leur stratégie RSE. Sauf que même si on ne peut que se féliciter que cette envie soit de plus en plus partagée, il y a un petit souci en corollaire qui est celui que du coup tout le monde a envie de faire de l'impact, mais tout le monde dit qu'il fait de l'impact, mais en faisant des choses extrêmement différentes et à des niveaux extrêmement différents. Et du coup, on a une multiplication des référentiels, une multiplication des certifications, une multiplication des classements, une multiplication finalement de dispositifs pour s'engager qui met un petit peu de confusion, qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont envie de le faire ne savent déjà, un, pas par où commencer, deux, quelles sont les priorités, trois, ni vraiment vers quel acteur ou quel référentiel se tourner. Par ailleurs, on sait que c'est un des échecs finalement de la RSE pour toutes les entreprises classiques, qui est l'extrême hétérogénéité en fait des engagements, et puis par rapport à ce que veut faire l'entreprise et par rapport à ses propres objectifs. Or, il y a des objectifs sociaux et sociétaux forts sur les enjeux climat. Aujourd'hui, garder, rester dans une hausse de température de 1,5 degré, c'est un objectif commun et qui suppose aujourd'hui, par exemple, selon le Shift Project, que toutes les entreprises baissent chaque année de 5% leurs émissions. Si on est sur des enjeux aussi de limitation des inégalités aujourd'hui en France et en Europe, bon voilà, il y a des objectifs communs de limitation des écarts de rémunération et des écarts grandissants de patrimoine. Donc aujourd'hui, on a en parallèle des objectifs sociaux, sociétaux communs. Du coup, en 2019, on s'est réunis avec l'ensemble des réseaux d'entreprises engagées, avec ce constat que de plus en plus de gens ont envie d'y aller, que par ailleurs, les réseaux d'entreprises les plus engagées ont la responsabilité de proposer à toutes les entreprises de se transformer et de les aider à le faire, parce que l'enjeu, c'est pas de rester entre nous, mais de positionner et d'aider l'ensemble des entreprises à le faire et que nos messages, nos valeurs se diffusent dans l'économie. Mais que du coup, pour cela, il fallait que nous-mêmes, les plus engagés, ceux qui avaient le plus d'expérience, on fasse un référentiel commun de base sur ce qui était le plus important ou sur ce qui devait être regardé et sur les objectifs associés pour pouvoir se transformer et s'engager réellement. Pour les entreprises et les organisations, bien sûr, pour qu'elles se positionnent et qu'elles s'améliorent, pour les pouvoirs publics aussi, parce que s'il n'y a pas un référentiel commun global, derrière les politiques publiques d'incitation, d'amélioration, autant les accompagnements que les avantages fiscaux ou que les aides publiques ne pourront pas être associés. On peut aider que ce qu'on peut mesurer. Et puis pour les consommateurs et les salariés, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s'engager, mais s'il n'y a pas de référentiel ou de vision commune, ils peuvent aussi être victimes du greenwashing ou social washing généralisé. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un référentiel commun. Et en plus, on a eu la vision de ce qui avait été fait sur l'égalité femmes-hommes, où les pouvoirs publics se sont engagés avec des réglementations assez fortes pour pouvoir encourager l'égalité femmes-hommes en entreprise. Et notamment, la mise en place d'un index égalité professionnelle pour permettre d'engager toutes les entreprises sur une transparence et une amélioration autour de 5 indicateurs clés. Et on s'est dit que la vision, ça pourrait peut-être être que cet index d'égalité professionnelle s'élargisse aux enjeux climat, inclusion, partage de la valeur, partage de la gouvernance, et qu'il y ait un vrai index impact global pour toutes les entreprises pour pouvoir se positionner, mais aussi pour pouvoir faire de la transparence sur leur engagement. Et puis derrière, peut-être avoir des avantages associés pour celles qui seraient le plus engagées. Donc, au-delà de cette idée commune, on s'est dit qu'au-delà de pousser une idée,
au-delà de dire il faudrait faire ça, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui nous disaient que ce n'était pas possible d'avoir les mêmes indicateurs pour toute entreprise, suivant sa taille, suivant son secteur, suivant son territoire. Donc, on a voulu tester, travailler, mettre cette idée sur le métier pour voir ce qu'on était en capacité de faire, en capacité de proposer, en lien avec les entreprises qui avaient envie de le tester et à qui ça pourrait par ailleurs être utile. Donc, on a fait un travail de fond pendant, pendant 3 ans avec ces 30 réseaux que vous voyez sur la slide pour avoir une base commune de 20 actions, qui maintenant est plutôt une petite cinquantaine, et proposer un impact score avec du coup un score associé, donc des objectifs derrière chaque action proposée. L'idée, c'est que ce soit un référentiel commun, unique pour toutes les entreprises, toute taille, tout secteur, tout statut. On a créé une première entité et puis après, on l'a testé avec des entreprises. On a fait nos recherches actions avec Sciences Po Paris associés et on a essayé de tester avec des entreprises de toute taille, de tout secteur, de tout statut, plus ou moins engagées par ailleurs. Donc, vous voyez voilà, les acteurs avec lesquels on a pu travailler et puis on l'a soumis aux politiques pendant nos universités d'été pour voir ce qu'ils en pensaient et ce qu'ils pensaient que c'était quelque chose d'utile à proposer. 1, pour valoriser les entreprises les plus engagées. 2, pour engager toutes les entreprises à se transformer sur ce qui nous paraissait être les critères clés. Et on a eu des retours, des échos plutôt favorables. Même si on y reviendra, le travail reste à mener pour que ça puisse se mettre en place concrètement. Bon, pour rentrer dans le dur, si vous n'avez pas de questions autour de cette première présentation un peu théorique, je vais rentrer dans le dur sur ce que ça contient aujourd'hui, à peu près, en gros, et puis après, on viendra en détail, l'impact score aujourd'hui. Ce qu'on a défini, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait 5 piliers pour identifier le chemin de transformation finalement d'une entreprise et les pratiques et les clés pour pouvoir réellement engager une démarche de transformation qui met l'impact au cœur. D'abord, la stratégie à impact, c'est-à-dire comment l'impact social et écologique se met au cœur de la stratégie ou se met à côté ou reste marginal par rapport à la recherche de rentabilité. Ça, c'est un enjeu assez clé de voir comment la recherche d'impact positif, finalement, peut soutenir et être le cœur de la stratégie de l'entreprise à travers, la définition d'une mission sociale ou écologique, notamment liée aux ODD. Deuxièmement, comment cette mission identifiée, mission d'intérêt général, d'utilité sociale, qui est définie, comment elle se mesure et comment elle se mesure régulièrement chaque année, et avec quel indicateur. Troisièmement, comment elle peut être accompagnée par le travail sur des labels et des agréments associés. Et puis, comment elle s'ancre dans la mise en place d'un écosystème à impact social écologique, donc avec la recherche de partenaires qui sont eux-mêmes dans une démarche d'impact social ou sociétal, qui le sont ou qui s'y engagent. Le deuxième axe, c'est l'impact social, c'est-à-dire comment on limite au maximum ce qu'on dit un peu techniquement, ces externalités négatives en termes de justice sociale et d'inclusion. C'est-à-dire comment aujourd'hui une entreprise n'est pas un acteur d'inégalité. Une entreprise aujourd'hui qui embaucherait que des jeunes garçons blancs, diplômés de très grandes écoles, de fait, ne représente pas la diversité de la France, n'est pas une entreprise qui ressemble à la France et de fait, elle crée une injustice et une inégalité en son sein. Et donc, ça, c'est le deuxième pilier, c'est tous les indicateurs qu'une entreprise doit regarder pour
lutter contre l'inégalité qu'elle pourrait créer dans la constitution de ces équipes. Donc, les travailleurs éloignés de l'emploi, qui sont à peu près aujourd'hui 10% en France, les salariés issus des quartiers prioritaires, l'égalité femmes-hommes, notamment en repartant de l'index égalité femmes-hommes existant, et l'intégration des jeunes et des seniors. Troisième pilier, celui de l'impact écologique. Et ça, c'est de la même manière comment une entreprise lutte contre ces externalités négatives sur les enjeux climatiques et biodiversité. C'est-à-dire, de fait, n'importe quelle entreprise va avoir un impact écologique. De toute façon, dès qu'un salarié prend sa voiture, dès qu'il y a un transport, de fait, une entreprise a toujours des impacts écologiques négatifs. Mais la question, c'est comment elle les limite, comment elle travaille à les baisser. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la recommandation, par exemple, du Shift Project, c'est que pour arriver à 1,5 degré et donc aux objectifs de l'accord de Paris, il faut que toute entreprise baisse de 5% de ses émissions. Donc, l'idée, c'est d'encourager les entreprises à mesurer leur empreinte, mais aussi à la réduire pour que voilà, elle soit en permanence dans une démarche, dans une réflexion de réduction de son empreinte, mais aussi qu'elle puisse avoir un regard sur l'utilisation de ses ressources naturelles et son soutien à la biodiversité, et évidemment à la recherche d'une économie locale et circulaire qui va évidemment baisser de manière significative ses émissions, de manière plus elle est locale, made in France, made in Europe, et plus elle parie sur le recyclage. Et puis, quatrième item, le partage du pouvoir. Et cinquième, le partage de la valeur, qui sont assez liés. Et là, de la même manière, c'était l'idée que les pionniers en fait, de l'impact, les pionniers des entreprises engagées, positionnent et portent le message que développer un impact positif, c'est bien développer un impact positif avec une mission, limiter son impact négatif, mais aussi développer un modèle qui permet de garder l'impact au cœur de sa stratégie. Et on a bien vu récemment avec Danone, tout le monde connaît par cœur enfin, maintenant cet exemple, qu'une entreprise très engagée qui a envie de se transformer, qui veut pousser les curseurs, peut se faire rattraper si elle est organisée de manière traditionnelle, financiarisée, et si le poids de ses actionnaires dans les décisions est trop fort, peut se faire rattraper par la patrouille avec cet objectif de rentabilité à court terme qui revient. Et donc, c'était un enjeu des acteurs engagés qui viennent de l'ESS ou pas par ailleurs, et tout le monde s'est reconnu, et c'était l'intérêt de faire travailler des réseaux différents sur ces indicateurs. Tout le monde a reconnu et a proposé d'indiquer que le partage du pouvoir et de la valeur sont des éléments clés de succès d'une recherche d'un impact positif qui ne peuvent pas être occultés quand on est dans cette trajectoire, qui doivent être regardées, qui doivent être travaillées. Et donc, sur le partage du pouvoir, les différentes parties prenantes dans les instances de gouvernance, notamment la place des salariés dans la décision, qui est extrêmement faible en France, mais aussi la progression des salariés et la stabilité au travail pour leur permettre d'avoir une place. Évidemment, s'ils restent plus longtemps dans l'entreprise et s'ils sont bien formés, c'est toujours plus facile. Et puis sur le partage de la valeur, entre les parties prenantes, notamment via la répartition des dividendes, mais on y reviendra, les écarts, la limitation des écarts de rémunération, les placements financiers, la manière dont on place l'argent qu'on peut ou qu'on souhaite investir, et la part réservée au mécénat. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter très rapidement, et donc là on y reviendra, un peu la grille de lecture qu'on a travaillée et sur lesquelles 30 réseaux se sont mis d'accord, qui peuvent être des réseaux encore une fois issus de l'ESS ou pas du tout, en disant bah voilà, aujourd'hui nous ce qu'on propose à toutes les entreprises, c'est comme grille de lecture pour améliorer leur impact, c'est ça. Deuxièmement, ce qu'on propose aux décideurs publics et économiques, c'est de travailler à la création d'un index impact social et écologique qui pourrait s'inspirer de ce travail sur ces indicateurs et qui n'oublie pas, par exemple, un item, par exemple le partage de la valeur au hasard, qui peut être parfois un petit peu oublié.
et du coup qui peut clarifier aussi la grille de lecture pour des salariés, pour des consommateurs sur ce qu'il faut regarder quand on veut comprendre le niveau d'engagement d'une entreprise. Alors, je l'ai dit assez rapidement, j'espère que c'est clair et vraiment si vous souhaitez maintenant commencer à poser des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut passer à la suite. Si c'est clair pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde? Je ne vous vois pas tous. OK. Bon, si je n'ai pas de questions dans le chat, je me dis que ça vous paraît hyper clair. Donc, je vais aller plus loin, plus en détail sur la méthodologie. Donc, la méthodologie de l'impact score, in fine, c'est une pondération des résultats. Donc, un tiers sur la stratégie impact, un tiers sur la limitation des externalités négatives, impact social, impact écologique, et un tiers sur le partage du pouvoir et le partage de la valeur. C'est par ailleurs, excusez-moi, dans la méthodologie, un score sur 100, avec du coup, sur chacune des questions, un niveau minimal jusqu'au niveau cible. Et donc, nous, on a fait ce travail de mettre en place de définir des objectifs qui nous paraissent, voilà, des objectifs à suivre répondant aux enjeux un peu de bien commun définis par la société. Et du coup, par rapport au niveau d'engagement des entreprises, il y a une note associée qui rapporte plus ou moins 2 points. Et donc, à la fin, vous voyez le petit écusson. Et donc, à la fin, on a une note, mais aussi une note par item, c'est-à-dire que, je reprends, excusez-moi, mon scoring, il y aura aussi une note intermédiaire sur chacun des items que vous voyez là. Parce qu'on peut être très bon sur la stratégie impact et nul sur l'impact écologique. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que chacun a aussi des notes par item pour voir là où il doit s'améliorer. Alors maintenant, je vous propose de vous présenter l'outil que vous allez pouvoir utiliser dès demain. Donc, il y a des questions introductives pour permettre de positionner, de voir qui vous êtes. Et puis aussi, certaines questions vont moduler les attentes. C'est-à-dire que par rapport à la taille de l'entreprise, vous verrez, ce n'est pas obligatoirement les mêmes résultats qui donnent la même note. Par rapport au nombre, voilà, aux salariés et au chiffre d'affaires, il y a des questions qui sont modulées. Et après, in fine, toutes les questions qu'on pose permettent aussi d'établir un classement. Alors, le document de la présentation, il est sur le site internet. Hein. Alors, nous, tout est transparent, plus que transparent. Donc, il est sur le site internet de l'Impact Score. Il y a le document de présentation. Donc, premièrement, sur la stratégie à impact. Donc, en gros, l'idée, c'est l'action 1. Est-ce qu'une entreprise a défini une mission sociale écologique liée aux ODD et est-ce qu'elle l'a positionnée au cœur de son modèle? Donc, ça, c'est voilà, la question qui est posée à toute entreprise. Toute entreprise a impact. Évidemment, elle est drainée par son impact social et ou écologique, qui rentre soit dans le cadre des ODD, soit dans le cadre de l'utilité sociale définie par la loi Hamon pour l'agrément ESUS, et souvent les deux. Donc, mais après, une entreprise à mission, par exemple, développe une mission, travaille sur une mission pour réorienter sa stratégie et donc voilà, idéalement lié aux ODD ou avec des objectifs intermédiaires et des indicateurs liés aux ODD. Évidemment, à chaque fois, derrière la mission, il faut identifier des indicateurs qui vont pouvoir montrer la performance aussi sociale ou écologique de cette mission. La place de cette mission, elle va définir aussi finalement la caractérisation de l'entreprise. Une entreprise avec une bonne stratégie RSE, elle n'a pas obligatoirement une mission sociale ou écologique
pour avoir un impact positif. Juste, elle lutte vraiment très efficacement contre ces impacts négatifs. Mais du coup, choisir une mission sociale écologique, ça fait rentrer dans la catégorie des entreprises qui cherchent à avoir un impact positif. Donc, soit une entreprise en transition, entreprise à mission, entreprise Bicorp, qui du coup voilà, définit une mission qui au fur et à mesure doit driver la stratégie au moins voilà, autant que la recherche de rentabilité. Puis évidemment, l'entreprise à impact, elle a cette mission au cœur de son fonctionnement. Et donc, ce que vous allez avoir dans l'impact score, c'est des questions sur le niveau, finalement, pour lequel vous positionnez votre mission. Est-ce que c'est prioritaire, secondaire ou complètement accessoire par rapport à votre stratégie globale et à votre modèle économique? Par ailleurs, on a associé une question sur le pourcentage de budget consacré à la mission, qui est assez proche de la question qui est posée aujourd'hui pour les entreprises agri-ESUS, c'est-à-dire comment est-ce que tout votre budget est tourné autour de la recherche de votre mission, ou est-ce que c'est une partie prioritaire, ou est-ce que c'est une partie secondaire de votre activité. Et puis évidemment, voilà, ça peut être justifié par certains statuts et agréments de l'organisation. Donc après, la deuxième question, c'est celle de la mesure. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a des indicateurs et comment évoluent ces indicateurs, tout simplement. Donc la question préliminaire, c'est celle de la mesure. Et on a positionné quelques indicateurs clés pour essayer d'identifier les principaux champs et les principaux indicateurs de suivi de performance sociale écologique. Et puis, ce qu'on demande, c'est comment évoluent ces indicateurs. Est-ce que, du coup, la performance sociale écologique de l'entreprise évolue ou pas? Et puis, il y a une question aussi complémentaire qu'on a positionnée sur le pourcentage de budget dédié à l'innovation sociale écologique, donc par exemple à la recherche et développement, qui aujourd'hui est extrêmement peu valorisée pour l'ensemble des entreprises françaises, qui n'est pas soutenue ou vraiment à la marge via les crédits innovation classiques. Et pourtant, qui a un vrai symbole, voilà, de l'engagement d'une entreprise pour faire autre chose que de l'innovation liée à sa recherche de rentabilité. Je prends un exemple très caricatural, hein, mais aujourd'hui, la part de l'innovation sociale et écologique dans la R&D chez L'Oréal, c'est extrêmement symbolique de son niveau d'engagement, parce qu'il y a toute une partie de l'innovation dans des entreprises comme ça qui est sur le bruit des bouchons de shampoing, l'odeur de la crème. Enfin voilà, on est sur des budgets innovation qui ne sont pas obligatoirement sur la recherche de performance sociale écologique associée. Après, on a positionné aussi une question sur les certifications, parce qu'il y a quand même tout un travail, un effort qui est fait par beaucoup d'entreprises sur des certifications qui peuvent être soit générales, soit sur des thèmes écologiques, sociaux approfondis, soit sur des scores, mais aussi principalement sur des labels thématiques, et qui sont des choses que nous, on ne peut pas regarder précisément, mais qui du coup montrent un engagement très fort, éthique notamment, et puis de pratique sur les secteurs, et donc qui justifie d'une stratégie à impact global. Et enfin, l'action 4, elle est sur les achats durables et inclusifs, c'est-à-dire aujourd'hui comment la stratégie, elle se traduit dans l'ensemble des partenariats qui sont associés. Et du coup, la constitution, la création d'un écosystème à impact global au sein de la stratégie de l'entreprise. Et donc, il y a un pourcentage qui est proposé à regarder sur
le choix finalement de ces fournisseurs et la priorité qui peut être donnée sur leur engagement. Et alors, vous voyez, on commence à avoir des questions qui sont un peu différentes suivant les organisations sur leur taille. Parce qu'il y a des obligations qui sont faites, par exemple, aux organisations de plus de 500 salariés sur les critères RSE audités pour les fournisseurs, sur les plans d'action pour les fournisseurs qui se conforment à des audits RSE. Donc, les entreprises de plus de 500 salariés le savent, donc on leur demande une information qu'elles ont normalement déjà. Alors, la deuxième partie, c'est sur l'impact social. Donc, un pan, une première action sur l'inclusion des travailleurs éloignés de l'emploi. L'idée, c'est de repositionner le pourcentage de personnes éloignées de l'emploi ou handicapées aujourd'hui en France et d'essayer de voir comment on peut essayer de proposer aux entreprises de se rapprocher finalement de ce taux pour avoir dans leurs effectifs des effectifs qui représentent bien la diversité de la société française. Et donc, voilà, on propose de regarder le pourcentage et de travailleurs en situation de handicap et dans les recrutements de personnes en situation d'insertion. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, attendez. Ok, excusez-moi, je vois, c'est les réponses qu'ils ont faites. Ok, donc c'est la même chose pour les salariés issus des quartiers prioritaires. On a pris le pourcentage global et l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on se positionne. Et on a aussi intégré une question sur la part des sites qui sont implantés. Après, sur l'égalité femmes-hommes, on reprend l'index égalité femmes-hommes. Et puis, pour ceux qui ne sont pas soumis à l'index égalité femmes-hommes, on a positionné les questions qui étaient qui paraissaient prioritaires sur les écarts de rémunération, écarts d'augmentation et part des femmes dans le conseil d'administration. Et puis pour l'intégration des jeunes et des seniors, de la même manière, on a regardé les pourcentages existants. Par exemple, pour les jeunes, c'est 10% des 18-25 ans dans la population active. Donc, l'idée, c'est de positionner où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Impact écologique, là aussi, je vais aller très vite parce que c'est mesure de l'empreinte carbone. Donc, c'est est-ce que je mesure à quel niveau et à quel niveau je mesure? Est-ce que je baisse par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière? Et puis, pour les personnes qui ne le mesurent pas encore, des questions qui indiquent en fait le niveau de positionnement sur qui croisent les différents scopes existants. De la même manière, sur la biodiversité, on a pris les questions clés d'eau, de déchets et d'énergie renouvelable. Et sur l'économie sociale et circulaire, locale et circulaire, le pourcentage d'achats réalisés auprès des fournisseurs locaux, France, Europe, en économie circulaire. Sur le partage du pouvoir, c'est là où on pourra revenir sur peut-être plus sur le détail. Là, on a repris des questions clés sur le nombre de parties prenantes dans les conseils d'administration ou sur la part des sièges occupés par les salariés dans les conseils d'administration. Et donc, avec des niveaux proposés qui suivent aussi les recommandations, par exemple, de la CFDT ou de la Confédération internationale européenne des syndicats. L'idée étant que plus on a de parties prenantes dans les conseils d'administration qui représentent une diversité de points de vue, plus on peut avoir des décisions qui n'intègrent pas seulement les enjeux de rentabilité, mais aussi les enjeux de bienfaits pour le territoire, de bienfaits pour la société et de bienfaits pour les salariés. Et sur les places des salariés dans la décision, voilà, on a mis des questions sur le nombre aussi de réunions du CSE et puis après, sur la progression des salariés et la stabilité, on a positionné des questions sur la formation et puis sur le nombre de CDI et sur la pérennité des emplois et le turnover. Enfin, sur le partage de la valeur,
la première action est importante sur le partage de la valeur entre les parties prenantes, avec des questions clés, celle de la répartition des dividendes aux actionnaires, la part du capital qui est détenue par les salariés, le pourcentage des salariés avec des dispositifs d'actionnariat salarié et des salariés bénéficiant de l'épargne salariale. Donc vraiment comment le bénéfice est partagé ou pas dans l'entreprise. L'idée, c'est que le reversement sous forme de dividende, il peut être partagé entre réinvestissement, et puis c'est le modèle aussi des entreprises sociales, hein, réinvestissement, partage aux salariés et partage aux investisseurs ou actionnaires. Enfin, sur les écarts de REM, on a positionné les recommandations en mettant en niveau cible celui qui est proposé par les entreprises engagées, les entreprises sociales, les entreprises de l'ESS, et en niveau minimal, ce qui est recommandé par les syndicats aujourd'hui et par les acteurs engagés. Enfin, on a intégré les placements financiers responsables et la part de mécénat. Voilà, je vous l'ai fait très rapide, hein, la vision des indicateurs, qui évidemment, encore une fois, est sur le site internet, mais c'était pour ouvrir maintenant à vos questions et pour qu'on puisse maintenant débattre et répondre à vos interrogations. Caroline, je vois qu'il y a, Oui. il y a deux questions donc, que tu as partiellement abordées. Sur les cas de rémunération, est-ce que le salaire, bonus et tout Oui. l'autre package est pris en compte? Oui, c'est rémunération intégrale. C'est écrit d'ailleurs. Au revenu fixe, variable, tac, tac, si vous regardez. Ok. Et donc, une autre question par rapport au TPE. Ou Hélène, je ne sais pas si tu as envie peut-être de nous partager la question peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup Caroline pour cette présentation. Mon questionnement global par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur ces indicateurs, c'est que j'ai l'impression que pour une TPE, mais là je parle de mon cas qui est peut-être un peu spécifique, ça doit être particulièrement difficile de suivre et de mesurer ces différents indicateurs, notamment quand on n'a pas les systèmes de reporting en place sur la vaste majorité d'entre eux. Mais j'imagine que c'est une difficulté auquel vous avez déjà dû être confronté et que vous avez probablement des réponses déjà sur ce genre de questions. Alors, franchement, pour une TPE, nous, par exemple, on l'a fait pour le mouvement Impact France. Pour une TPE, c'est pas obligatoirement si compliqué parce que le pourcentage de salariés en insertion, justement, quand tu n'as pas beaucoup de salariés, tu le sais, la répartition de ton bénéfice, tu le sais. Finalement, ces données, elles sont pas très compliquées, sauf si tu vois une donnée. Alors après, il y a par exemple l'empreinte carbone. Finalement, la question de l'empreinte carbone, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on commence à avoir des dispositifs sympas dont on pourra reparler, qui permettent d'analyser assez vite justement son empreinte carbone. Justement, plus tu es petit, plus c'est vite parce que finalement tes externalités sont assez faibles. Mais par exemple, quelle part de mes salariés, donc moi j'ai pris la question qui n'est pas celle, j'ai pas fait mon empreinte carbone, donc je suis allée sur la question pour ceux qui l'ont pas fait. La part de mes salariés qui utilisent la mobilité douce, en fait je le sais. Les produits en éco-conception, en gros on a un site internet. Aujourd'hui par exemple, quel produit on a en économie circulaire, nous on allait chercher les produits qu'on prend en reconditionné. Finalement, par exemple, pour nous, mais pour d'autres TPE, ça peut être assez simple parce que les données, justement, ne sont pas si dures à avoir. Oui. Ce n'est pas la même chose qu'une boîte du CAC 40 qui a 300 000 salariés. Et tout. Par contre, là où c'est plus difficile, c'est et là où c'est pas utile, en fait, c'est quand il n'y a pas de salariés. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour une PME ou une grosse TPE, ça marche. À partir de 10 salariés, ça commence à être à vouloir dire quelque chose. Quand on n'a pas de salariés ou quand on est un salarié, il y a une partie des questions qui ne sont pas très utiles. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est 10 salariés et quand je vois les questions, notamment sur la représentativité des employés par rapport à la société, est-ce qu'on peut raisonnablement nous demander
d'avoir sur nos 10 employés toute la diversité de la Ah société française. non. Mais par contre, en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, je le regarde, OK, j'ai 10 salariés, donc je suis nulle sur ce sujet. Bon, personne ne va m'en vouloir. En fait, tu vois, en gros, l'idée, c'est pas de se dire, il faut être bon partout, il faut que j'ai 100. Bien sûr qu'il y a nous, les premiers, on n'est pas bons, on n'a même pas 50. Enfin bon. Et du coup, par contre, ça permet de regarder les guidelines d'amélioration. Et nous, très concrètement, on a 20 salariés, on a fait un vrai travail sur certains items. Mais par contre, et notamment sur les salariés, sur la diversité des salariés, voilà, on a fait un travail. Mais par contre, très clairement, on a 0 senior. Très clairement, on a 0 personne handicapée et on a 0 personne en insertion. On assume. Hein. Par contre, on se dit, bon, c'est pas vraiment tenable. Faut qu'on fasse un effort en fait, parce que là, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour être un peu meilleur là-dessus. Mais bon, tout le monde comprendra aussi, on est 20 salariés, qu'on ne peut pas être bon partout et qu'on a des enjeux d'amélioration. Et du coup, l'idée, c'est justement quand on parle d'index, l'index Pénico, par exemple, n'est obligatoire qu'à partir de 50 salariés. Donc, l'idée, c'est que ça soit incitatif et intéressant pour les boîtes qui sont en dessous de 50 salariés, parce qu'elles le font et qu'elles voient où elles sont bonnes, où elles ne sont pas bonnes. Elles se disent, bon, dans une stratégie de développement, il faut que je regarde ça. Mais ce n'est pas obligatoire et ça ne va pas leur donner une note avec un malus fiscal et tout, évidemment. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois une question sur certifié par Impact France. Alors, aujourd'hui, on n'a pas du tout les moyens de le certifier. Et du coup, l'idée, la proposition que nous, on a faite, c'est une grille de lecture, un référentiel pour aider les entreprises à se positionner. Par contre, les entreprises qui veulent avoir leur impact score, donc qui veulent en disposer et pouvoir communiquer dessus, elles se doivent de faire la transparence intégrale sur toutes leurs réponses. Donc, aujourd'hui, par exemple, une boîte comme Insect, elle veut avoir sa note, parce qu'elle a une bonne note, et donc elle veut la publier. Et bien, elle a en face un reporting exhaustif de toutes ses réponses en transparence disponible pour l'ensemble, le monde entier. Et du coup, l'idée, c'est de dire, OK, nous, on ne fait pas d'audit, mais par contre, il y a un open source total sur les réponses. Ce qui fait que pour consommateurs, salariés, pour les dirigeants, c'est quand même un engagement hyper fort parce que si jamais tu dis n'importe quoi, ça peut se voir et peut se voir très vite. Par ailleurs, c'est vrai que la vision, c'est celle que ça devienne un index obligatoire pour toutes les boîtes de plus de 50 salariés, donc évidemment vérifié et contrôlable par l'État. Et aujourd'hui, l'index égalité professionnelle est contrôlé par le ministère de l'Emploi. Donc, c'est ça notre vision. Notre vision, ce n'est pas de créer un business finalement auditable et tout, et d'en faire un business interne à Impact France, mais plutôt de bouger la politique publique et que ça devienne un index public contrôlé par le ministère. Alors, je vois 2 questions. Il est possible de faire le questionnaire à blanc des projets de création. De toute façon, tout le monde peut le faire le questionnaire comme il veut, parce qu'en fait, il n'est publié que si vous cliquez sur « Je le publie » et du coup, je publie en transparence toutes mes données. Tout le monde peut le faire et le garder pour soi. Donc, bien sûr, on peut le faire à blanc si on veut, parce qu'on peut le faire avec une entreprise imaginaire, on peut le faire, bien sûr. Après, évidemment, si on fait encore une fois, s'il n'y a pas de salariés dans l'entreprise, c'est 0 salarié, ça perd un petit peu de sa substance sur certains critères. Caroline? Ouais. Oui, c'est Olivier, bonjour. Ouais. Bonjour. C'est moi qui ai posé cette question, si je peux pas intervenir. On n'est pas trop nombreux. Ouais, l'idée, c'était que moi, j'accompagne des startups dans le cadre d'incubateurs, de entreprendre ou d'accélérateurs. Et c'est vrai que souvent, c'est intéressant de positionner leur projet de création d'entreprise par rapport justement à cette grille, enfin à ce référentiel. Et du coup, ce serait peut-être pas d'avoir un mode à blanc, mais d'avoir un mode un peu effectivement prospectif, tu vois, c'est-à-dire j'ai un projet, voilà comment je le conçois, donc de répondre sans que ce soit enregistré pour être ensuite benchmarké, que les résultats ne comptent pas non plus.
Ça me paraît très intéressant comme outil quoi, pour se projeter. Quoi. Mais c'est complètement possible. C'est fait pour même, en fait. C'est vraiment fait Et, pour. C'est-à-dire, c'est une grille de lecture qui est utilisable par n'importe qui a une entreprise ou qui a envie de l'avoir. Comme il n'est pas obligé de le publier, il peut l'utiliser comme un outil prospectif c'est s'il pour le pas que souhaite. ça fausse vos stats si vous faites des stats, vous, ou des Nous, benchmarks nous, ensuite sur nous, le ça, nombre de. nous, nous, Ok. ça, nous, ça fausse pas nos stats parce que ça ne sera pas un pourcentage déterminant. On a déjà 3000 entreprises qui l'ont fait. C'est pas une Ok. entreprise à blanc qui va nous. Et sinon, effectivement, d'autres questions que j'avais, ça rejoint la discussion que tu venais d'avoir, c'est cette idée de note globale. Bon, c'est intéressant parce que ça, ok, ça te donne un ranking quelque part, enfin là où tu es, la marge de progression que tu as, comme tu as expliqué. Mais la question, c'est est-ce que ça prend en compte effectivement, est-ce qu'il faut une note minimale dans tous les domaines? Moi, j'aurais bien vu, tu vois, un macaron ou je sais pas, Alors, je vous montre ce à quoi ça. Parce que je pense qu'on ouais, est très alignés. Alors, attendez, excuse-moi. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble parce que vous allez voir tout de suite. Tac, tac. Je fais l'écran partagé. Voilà. Je vous partage l'écran sur les résultats. Et donc, vous voyez par exemple l'APF Ludre. Et du coup, vous allez voir. Hop, il y a le score. Il a 85. Et il a son score par item sur sa stratégie impact, ok. sur son impact social, sur son impact écologique, sur son partage du pouvoir, sur son partage de la valeur. Et du coup, même si on veut télécharger le détail, alors là, on est carrément, on a Ouais, tout à vraiment fait. tous ces items. Et donc, l'idée, justement, c'était d'avoir ça. C'est d'avoir un ranking par item pour pouvoir regarder où est-ce que je suis fort, où est-ce que je suis pas fort, comment je vais devoir m'améliorer. L'idée, c'était peut-être, mais c'était peut-être pour plus tard, mais une idée d'avoir une sorte de macaron, de donut, tu vois, comme un peu, tu vois, on représente les limites planétaires, tu vois forcément ce schéma. Donc d'avoir effectivement voilà, des niveaux de couleurs qui puissent sur un seul, même si on a un autre milieu, sur un seul schéma, visualiser exactement où est-ce que la personne est bonne ou pas, quoi. Sans avoir effectivement à chercher dans le site. Quoi. Non, mais ça, c'est une bonne idée d'avoir un deuxième schéma pour montrer justement la diversité globale des engagements. Ce serait super. Ouais. Ouais. Ok, merci. Alors, je vois d'autres questions. Tac, tac, tac. Alors, ah oui, Mathilde. Vas-y, Mathilde, tu peux poser les questions directement, je pense. Sauf. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une première question effectivement assez opérationnelle en lien avec la précédente. Là, moi, je suis inscrite pour mon entreprise, mais potentiellement, l'idée, c'est de promouvoir la notation impact auprès de clients, parce que j'accompagne des entreprises. La question, c'est est-ce qu'avec mon compte, je peux créer plusieurs questionnaires pour leur donner une idée de ce que pourrait être leur note et comment ça peut se présenter? Ça, je n'en ai aucune idée. J'avoue, c'est Julien peut-être qui a Ouais, l'idée. Ouais, tu sais. je vais répondre par rapport à ça. Non, il faut un compte égale un impact score qu'on peut faire Ouais. évoluer en continu. Ce sera une feature, ce qu'on va faire évoluer, mais pour l'instant, je te conseille de créer avec une autre adresse email en fait, peut-être Ouais. celui de ton client. Comme Ouais, ça, c'est la tu difficulté repars du des coup. début. Ouais. Ok. Effectivement, je pense que ça, Donc c'est ça peut-être à serait un mettre. besoin que. Moi, je pense que, enfin, si on veut le promouvoir, moi, je vais avoir besoin parce que si je passe par, d'abord, je peux pas me recréer une adresse mail où, enfin voilà, en termes d'impact global, c'est pas terrible déjà. Et les clients, il faut pas enfin, l'idée, c'est de leur simplifier la tâche. Hein. Il y en a beaucoup qui sont encore en phase, la RSE, pourquoi pas, mais Mhm. j'ai quand même pas beaucoup de temps, donc il faudrait idéalement que ça puisse passer par nous. Ok. Ça, c'est le premier point. J'ai une question plus d'ordre lobbying. Vous êtes en lien avec parce que du coup, il y Alors a la oui, plateforme Impact de Bercy. ouais, alors j'ai vu ta question. Bien sûr qu'on est hyper en lien, hein. C'est-à-dire qu'en fait, très clairement, c'est nous qui leur avons donné l'idée, hein. Olivia Grégoire, elle est arrivée le mois suivant, elle était aux universités d'été, on lui a présenté l'Impact Score, on lui a envoyé tous nos éléments. Nous, on fait de la transparence totale et de l'open source totale sur tout ce qu'on fait, hein. Et évidemment, elle a repris pour faire la plateforme Impact. Le problème, c'est que nous, c'est vrai que ce qu'on demande, c'est en gros de créer un index obligatoire qui permettra aussi d'avoir des aides de l'État et qu'en fait, sa plateforme Impact aujourd'hui, déjà, il n'y a pas d'objectif. Donc, du coup, il n'y a pas de notes. Donc, c'est de la donnée brute. Donc, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça ne donne pas de visibilité ni aux consommateurs, aux citoyens, aux entrepreneurs de où ils en sont, de où ils sont. Donc, ça ne les permet pas de se positionner. Et puis, en plus, ça n'ouvre aucun avantage. Et du coup, nous, on a un peu travaillé sur justement plateforme impact.gouv, on a proposé des amendements pour qu'il puisse y avoir
par exemple une conditionnalité pour que certaines aides, notamment dans le cadre du plan de relance, soient conditionnées à ce que les entreprises aillent sur cette plateforme impact, à minima, juste y aillent. Mais on ne dit même pas qu'il faut qu'elle ait et ça a été rejeté. Donc bon, franchement, malheureusement, c'est vraiment Ok, donc on n'est pas encore. pas quelque chose qui nous permet vraiment d'avancer. Par contre, effectivement, nous, on est en plein lobbying de plaidoyer pour les présidentielles et la proposition phare avec deux autres, on a 3 propositions phares, c'est l'index impact et qui a une résonance très très positive auprès de beaucoup de candidats et qu'on travaille avec toutes les équipes, presque tous les candidats de manière très partisane. Donc, il est possible que ça arrive quand même. Ok. Et alors, la dernière question, Julien m'a répondu déjà, mais je pense que pareil, dans les évolutions, envisagez-le parce que pour traiter beaucoup de questionnaires extra-FI de mon côté, si on peut faire l'extraction sous Excel, c'est quand même beaucoup plus facilement manipulable. Ensuite, pour l'utiliser réellement comme un outil de suivi, il faut qu'il y ait une extraction Excel, sinon c'est laborieux, quoi. Et alors, pour aller dans ton sens, en gros, nous, l'idée, ce qu'on demande dans l'index impact, je pourrais vous envoyer juste après, si vous voulez, la proposition de plaidoyer qu'on a finalisée pour les présidentielles. Ce qu'on propose, c'est que du coup, in fine, ça puisse être la base de tous les actes, tous les reportings existants pour qu'en fait, ça fasse gagner du temps aux entreprises qui sont dans ces dynamiques. Et puis qu'à l'inverse, les indicateurs puissent évoluer avec les réglementations internationales. Qu'on ne se retrouve pas avec une réglementation européenne, puis après un index à côté, puis après 3 rapports RSE, puis machin. Donc l'idée, c'est de simplifier. Justement, parce que j'ai vu d'ailleurs sur notre Telegram interne, il y a plein de gens qui disent attendez, c'est bon, c'est le business du reporting et tout, on n'en peut plus. Et ça, on le comprend très bien. C'est justement une solution pour éviter le trop-plein de reporting. Ils disent ok, on fait une base commune, puis après, voilà, les investisseurs ils voudront 2 trucs en plus, 8, 3 trucs, mais il y aura quand même une base commune pour que ça aille un peu plus vite. Ok. Et du coup, je sais qu'il y a un rapprochement Bicorp et Impact. Parce que là, par exemple, moi, je ne l'ai pas encore fait pour nous, hein, mais un indicateur qui est hyper intéressant et qui, du coup, c'est les écarts de salaire. Mm-hmm. Et donc, du coup, je vois que vous, par exemple, c'est par rapport au SMIC. Mm-hmm. Alors que chez Bicorp, et nous, c'est effectivement ce qu'on a fait, c'est entre le plus faible et le plus gros salaire de l'entreprise. Mm-hmm. Est-ce que ça, il y a une volonté à terme de justement, parce que Bicorp, je sais qu'il y a des processus et vous aussi de révision des questionnaires Complètement. pour intégrer effectivement toutes les nouveautés. Est-ce que vous travaillez à un recoupement ou Ouais. Alors en fait, on recoupe depuis le début. C'est-à-dire que Bicorp, depuis le début, est dans cette dynamique de créer une base commune, parce qu'ils savent très bien, si toutes les entreprises françaises commencent à faire un label de base, il y a beaucoup plus d'entreprises françaises qui vont faire un label un peu plus. Donc on est dans une dynamique qui est complètement positive et complètement alignée. Donc après, il peut y avoir des petites modifs d'un côté ou de l'autre. À la fin, on retombera sur nos pieds pour faire des choses. Enfin, on essaye de faire vraiment les choses les plus proches possibles. Okay. Donc, peut-être il y a cette subtilité sur les écarts de REM, mais franchement, nous, on a vraiment travaillé sur le label Bicorp pour aligner. Et normalement, tout ce qu'on propose, nous, comme indicateur, est présent aussi dans Bicorp. Encore une fois, pour éviter les doublons, pour se dire, ah tiens, on a un nouvel indicateur auquel personne n'avait pensé. Non, c'est plutôt l'inverse qu'on a fait. On a regardé et les indicateurs auxquels tout le monde avait pensé et qui paraissaient importants pour tout le monde, c'est ceux-là qu'on a pris. Okay, donc super. normalement, il y a peut-être des petites subtilités, mais vraiment l'objectif, c'est de faire pareil. Ok. Non, super. Merci. Alors, Olivier, je crois que tu avais une question aussi. Oui, donc sur le rapprochement EcoVadis et tout. Donc, pareil, sur EcoVadis, sur Bicorp, j'ai expliqué. Et puis sur EcoVadis, c'est un peu pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on a regardé leur référentiel, on leur a proposé de regarder l'impact score, on a échangé avec eux. Et donc, ils sont assez d'accord, au moins sur ce qui les intéresse eux, sur le fait que les indicateurs que nous, on a pris sont les indicateurs un peu de base, quoi. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire au maximum, d'harmoniser, d'aller chercher les indicateurs de base de chaque label pour que tout le monde soit à peu près d'accord. Alors après, j'ai une question relayée par Éloi, label produit en Bretagne, alors que le label ne garantit rien, tac. Je ne sais pas dire. Il
il y a sûrement une raison. Mais si c'est pas si c'est parce que c'est pas moi qui avais choisi ça, mais si effectivement c'est un label qui n'est pas de qualité, il faut l'enlever. En gros, nous on travaille de manière itérative au fur et à mesure avec les acteurs pour essayer d'avoir voilà, le référentiel le plus commun possible. Donc, si on a travaillé avec des acteurs qui nous ont dit ah oui, il ne faut pas être ça pour cette raison et cette raison, on a pu l'intégrer. Et puis après, s'il est remis en question et voilà que c'est justifié, on change. Notre enjeu, c'est d'être corrélé à ce qui paraît le plus pertinent au fur et à mesure. Et puis après, d'être le plus fort, le plus pertinent possible. Quand l'État va nous dire OK, on met en place un index impact, qu'on l'ait tellement travaillé, remis sur le métier pendant 3 à 4 ans, qu'on est vraiment sûr de ce qu'on propose, des indicateurs. Et puis après, évidemment, ça sera voilà, le jour où l'État voudra le mettre en place, il travaillera aussi avec le MEDEF et avec les autres acteurs pour le faire. Hein. Mais nous, on aura vraiment travaillé pour avoir les choses la plus précise possible dans la mesure de nos capacités. Donc ça, nous, on est hyper preneurs du fond, sur le fond. Toutes les remarques négatives, mais aussi toutes les choses que sur certains items que vous proposez d'améliorer, on est toujours preneur de toutes les remarques, on essaie de les intégrer, de les revoir, de les retravailler. C'est toujours un travail sur la forme, l'impact score, évidemment, mais aussi sur le fond, un travail permanent qui nous permet d'essayer d'être le plus pertinent sur nos recommandations. Et j'allais dire, Caroline, en guise de conclusion, comme on arrive du terme de ce moment d'échange, peut-être qu'en réaction, si on clique sur le petit bouton réaction, peut-être que ceux qui ont prévu de faire l'impact score peuvent mettre un petit pouce. Comme ça, nous aussi, ça nous permet de savoir si prochainement, vous avez prévu de le faire. Et si vous l'avez déjà fait, il y a une autre possibilité, des petits clappements de main. Comme ça, voilà, nous aussi, ça nous permet un petit peu de voir qui était là, si vous l'avez déjà fait, si vous allez le faire, etc. Donc, ok, bon, je vois des pouces qui se lèvent, donc c'est chouette. Alors après, je vois aussi Anne qui dit, est-ce que l'impact score a été plus pensé pour les organisations de transformation du privé ou les entrepreneurs du privé en tant que petite structure SAS se construit? Alors, en gros, l'idée de l'impact score, c'était que ce n'était pas un outil pour les acteurs de l'ESS et pour les acteurs à impact, mais qui intègre au son cœur les valeurs, nos valeurs, pour les diffuser, mais aussi par ailleurs pour valoriser ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas un outil de caractérisation de l'entreprise à impact, ce qui est autre chose qu'on travaille par ailleurs, mais c'est un outil pour valoriser nos entreprises par rapport à ce qu'elles font, mais aussi diffuser ces valeurs à toutes les entreprises en transformation, notamment. Donc, voilà, ce n'est pas un outil de caractérisation qui dit « Ok, je suis une entreprise à impact pour ça ». Alors, il y a des choses qui ne s'adaptent pas complètement pour une coopérative. Il y a mais par contre, quand on commence à dire que la répartition de dividendes, il faut aller vers le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, voilà, ça s'inspire vraiment des valeurs de la coopérative. Voilà. Mais je sais que sur les parties prenantes, ça ne matche pas parce qu'une coopérative, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, voilà. Vous n'avez pas vu, mais il y a des petits boutons. Je suis une coopérative, ça ne me concerne pas, qui sont intégrés à l'impact score sur certains statuts ESF spécifiques quand ça peut parfois tomber à côté. Écoutez, peut-être s'il n'y a plus de questions, on peut conclure sur ça. Merci beaucoup à vous de votre attention, de votre intérêt. Pour nous, c'est hyper précieux de voir vos questions, d'avoir vos retours. N'hésitez pas à continuer à nous faire vraiment des retours, parce que vraiment, voilà, positifs, négatifs, interrogatifs, c'est ça qui nous permet vraiment d'être le mieux positionné. Et puis, encore une fois, vous pouvez aller sur le site Impact Score, qui est intégré au site Impact France, où toutes nos données sont en open source. Ce qui est vraiment pour nous un enjeu de compréhension, de transparence
aussi et d'influence en général. Ok, eh ben super, merci. Merci à beaucoup à tous. tous. Et à très vite. Très bientôt, très bonne journée. Merci.